Il va rejoindre le programme. Donc là, j'attends son call. C'est un deal à 11K $. Il va mettre 5000 en deposit, en acompte. Finalement, on n'a même pas eu de call. Il m'a juste texté sur WhatsApp. Il m'a dit qu'il avait envoyé le paiement de 4496,59 €. Et moi, pour te donner une idée, là, genre juste sur les 65 derniers jours, je crois que j'ai dépensé un peu plus de 25 000 balles sur des trucs comme ça, genre du mentorat, enfin du coaching, condamner l'occupation illégale de monsieur Poutine, n'est-ce pas? Je vois pas de drapeau palestinien, c'est bizarre. Hey, Bo take a shades with a great sense. Introduce me to a nigga, yeah, it makes sense. Gotta put her on a team, got a great bench. Linking with the ops, bitch, I did that shit for Jay Prince. Bitch, I did it for the On est à l'aéroport, tranquillement. Le lighting, il est pas mal, j'aime bien. Et on attend d'embarquer. Un truc avec lequel je voulais commencer, c'est une question, tu vois, que j'ai eue sur Insta, et je pense que ceux qui me l'ont posé vont peut-être se reconnaître. C'est en fait, quand est-ce que tu commences à, entre guillemets, profiter de la vie ou à kiffer, et comment est-ce que tu dresses la limite de je dois grind là et j'ai pas le droit, entre guillemets, de kiffer, et là je peux me permettre de prendre quelques jours off, etc. Comme je le fais là sur des petits week-ends par-ci par-là. Et en fait, genre, c'est une question sur laquelle j'ai beaucoup changé d'avis. Si là tu es dans une situation aujourd'hui où tu sens que tu arrives à des moments, et moi perso ça m'arrive chaque 4 à 6 semaines, où tu as des sortes de mini burn-out, tu vois, où tu sens que juste genre t'en peux plus, et finalement t'es plus vraiment productif. C'est-à-dire que là tu continues à travailler, mais finalement tu fais juste des heures de ce que j'appelle de la chaise. Genre t'as tes fesses posées sur ton bureau, enfin devant ton bureau, mais t'es pas hyper productif, tu vois, t'es juste là à te donner bonne conscience. Ça c'est un truc genre que tu vas sentir, et pour moi ça c'est un peu le signal pour te dire ok, là il faut que tu te mettes en off. Et te mettre en off, ça veut pas nécessairement dire genre tout arrêter, etc. Ça veut juste dire prendre, moi en tout cas personnellement, 24 à 48 heures où genre tu fais très peu, voire pas vraiment de travail intense. Okay, donc ce qu'on appelle du deep work, c'est là où tu travailles sur toutes les tâches les plus importantes sur ton business. Ça pour moi c'est un truc important, et la raison pour laquelle j'ai envie de te partager ça, c'est que j'ai eu un call récemment avec 2 des personnes que j'accompagne, donc dans mon accompagnement d'agence, le Scaling Lab. Et en fait, ils sont dans cette situation-là, c'est-à-dire qu'ils arrivent juste à un moment où ils saturent. Ils n'ont plus envie de prospecter, ils n'ont plus envie de créer du contenu, et ils se rendent compte que finalement, ils kiffent pas vraiment leur vie, quoi. Et c'est pas pour dire que tu es censé kiffer tous les jours dans le business, mais il y a un moment où vraiment tu sens que tout ce que tu fais, c'est à 1/10 de la productivité que ça devrait avoir. Et le truc à comprendre, c'est que, et que j'ai envie de te partager ici, c'est que tu vois, il y a un peu cette hustle culture de ouais, vas-y, moi je grind et tout, je travaille 15 heures par jour, t'as pas le droit de dormir avant d'avoir fait X et quelque chose. Et en fait, le truc, c'est que ça, c'est un peu, tu vois, c'est des trucs motivational, tu vois, qu'on va mettre dans des clips et tout, et tu vas trouver ça stylé, mais c'est pas vraiment pratique, tu vois, c'est pas vraiment pragmatique. C'est pas un truc que tu pourras mettre en place au jour le jour dans ton business. La réalité, c'est que t'es pas un robot, et que tu vas arriver à un moment où tu vas juste saturer et que tu auras envie de te débrancher. Maintenant, ça va se manifester par plusieurs choses selon l'état d'avancement dans ton business. Donc moi par exemple, je suis à un stade où je peux me permettre de prendre des Airbnb pour 3-4 jours et prendre un avion genre juste sur un coup de tête, etc. Mais c'est pas quelque chose dont j'étais capable au début. Et l'idée, c'est de faire le truc qui te met pas dans la merde financièrement, mais qui te permet quand même d'avoir ce kiff, entre guillemets, ou cette période-là où juste t'éteins tout. Parce qu'il faut que tu laisses le temps à ton cerveau aussi de se ressourcer et de recharger un petit peu ses batteries. Je peux te garantir qu'à un moment, tu vas juste crash out. Donc n'essaye pas de la jouer, ouais, moi je suis un warrior, etc. Vraiment, si tu fais vraiment du vrai deep work tous les jours, et j'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs sur ma chaîne que tu pourras voir comment ce que je suis passé de flemmard à travailler 8 heures par jour, un truc comme ça. Si tu travailles vraiment intensément tous les jours, je t'assure que tu pourras pas tenir sur du très très long terme. Genre c'est juste comme ça, genre notre cerveau il atteint ses limites au bout d'un moment. L'idée c'est de repousser ses limites au maximum, c'est-à-dire que peut-être qu'au début tu vas burn out au bout de 2 semaines à faire je sais pas tes 60 chevaux de Troie, donc tes messages vocaux, etc. par jour. Tu vas pouvoir faire 2-3 reels par jour, etc. Ça va durer 1 semaine ou 10 jours au début, mais je sais pas, après avoir mis en place cette routine pendant 10 jours ou 15 jours, bah, tu vas arriver à faire ça un peu plus longtemps. En fait, tu vas améliorer ou augmenter ta tolérance au deep work intense sur une longue durée. Mais au bout d'un moment, tu vas arriver à ta limite, tu vois. Et moi, j'ai l'impression que c'est vraiment ce sweet spot là entre 4 à 6 semaines à chaque fois où genre je suis mort. Ok, et il se trouve que du coup, j'ai des potes entrepreneurs, etc. avec lesquels on fait des petits events comme ça, où on en profite pour juste, tu vois, déconner, parler business et
Et parler de trucs random aussi, on parle pas que de business, mais tu vois, c'est des moments où genre juste ton cerveau il sort un peu de la routine et il est en mode la vie est belle quand même. Et ça, c'est vraiment un truc important que j'ai envie de te partager parce que moi, ça m'a pris pas mal de temps à savoir, tu vois, jauger quand est-ce que je devais prendre ces pauses-là et prendre ces moments-là où, tu vois, je respire et je vais un petit peu me changer les idées. Maintenant, fais pas des trucs toxiques, etc. Va pas fumer de la weed ou, enfin bref, faire des conneries comme ça, aller payer des boîtes à 3 000 € en boîte de nuit et autres. Et ce que je veux dire, c'est que le propos ici, c'est pas que tu peux pas te permettre de payer des bouteilles à 3 000 €. C'est juste ne le fais pas parce que c'est stupide, tu vois. C'est pas quelque chose nécessairement qui va te ressourcer. Je connais pas beaucoup de personnes qui se disent « je me sentais tellement bien, je me sentais tellement mieux quand j'ai payé des bouteilles à 3 000 €. Tu vois, ça peut être des trucs vraiment simples, tu vois, selon ton avancement, comme je te l'ai dit. Ça peut être des choses aussi simples que genre aller dans un parc à côté de chez toi et pas ramener ton téléphone ou mettre ton tel en mode avion. Genre juste, mec, regarder le ciel, tu vois, et écouter la nature et rien faire, tu vois. Ou alors te balader, etc. Genre, selon la personnalité que tu as, etc., ça va se manifester sous différentes formes. Mais l'idée ici, c'est que tu dois trouver le truc là qui te correspond et qui correspond aussi à ton niveau de revenu. Et crois-moi, genre, t'as pas besoin de beaucoup. T'as vraiment pas besoin de beaucoup. Pour beaucoup de personnes, là, juste le fait de marcher, etc., ou d'écouter, je sais pas, de la musique, ou d'écouter des chants religieux, des trucs comme ça pour ceux qui sont croyants, juste ce genre de choses très simples qui sont gratuites ou quasiment gratuites, ça va te permettre d'avoir ce petit moment de break. Donc voilà, c'est un truc avec lequel je voulais commencer ce mini vlog, on va dire. Et écoute, là, je crois qu'on va bientôt embarquer. Et je t'attrape dès qu'on a atterri. Ballon de 30, on fait manger la jungle. J'avais les Air Max, mais j'ai rangé. J'ai mis le Hermès avant le jingle. Desert Eagle. Sur la gâchette, j'ai mis le finger. Tête craquante, j'ai mis dans le grinder. Pour avoir le bénéfice, fallait la rigueur. Toujours Havana le cigare. Et la caille fait mal à mon petit cœur. On passe du rouge au vert dans un grimat. Un seul glaçon dans ma liqueur. Et c'est pas tout le monde qui est dans ma ligue. C'est pas tout le monde qui est dans ma ligue. On vient de finir de se téléporter. Donc c'est là où on va rester là pendant les prochains jours. Je vais te montrer rapidement à quoi ça ressemble. Plat, plutôt sympathique. Donc on est à Londres. Petit flex nécessaire. Petite chambre à coucher haut. C'est très sympa, très anglais, très English. Puis voilà, là on va taffer là-bas. Là, t'as la cuisine, t'as tout ce que tu veux, tout ce qu'il te faut. Bon environnement de travail et de détente, n'est-ce pas? Donc là au programme, donc j'ai un call de coaching avec mon mentor tout à l'heure. On va aller manger là tranquille, douche, ce genre de choses pour se détendre. En vrai, il fait plus chaud que ce que je pensais. Il fait un peu humide, genre bon, pas aussi humide que Paris, je trouve, mais c'est assez désagréable. Voilà, quoi, on va se poser et on va manger surtout parce que j'ai extrêmement faim. Et je vais te reprendre juste après. Tu verras, j'ai des trucs très sympas à te montrer. Ok. Douche prise. Maintenant, je vais te parler d'un truc sur lequel je travaille. Un projet que je voulais mettre en place depuis assez longtemps. Je vais tout te montrer, là, je vais te faire un petit schéma, etc. Ça va être sympa. C'est un truc qu'on appelle le clipping. Donc, je ne sais pas si tu en as entendu parler. C'est un truc qui était assez big aux US. Et l'idée, c'est de... attends, je vais accrocher ça ici. L'idée, en fait, c'est de générer un maximum de ce qu'on appelle de l'awareness. En fait, traditionnellement, tu vois, il y avait un peu deux types de ads qui se faisaient. Donc, deux types de publicité que tu pouvais faire pour un business. Il y avait un type de pub qui était vraiment focus sur tout ce qui va être génération de leads. Il y avait un autre type de pub qui était fait pour l'awareness, c'est-à-dire juste pour que les gens sachent qui t'es. Et en fait, le clipping, il vient un peu remplacer les pubs pour l'awareness, qui représentent un énorme budget pour beaucoup de brands. Je sais pas, c'est les Coca-Cola, les Pepsi, etc., qui vont juste vouloir être reconnaissables. Et le truc, c'est que tout ça, là, ça se base sur un principe, si tu veux, en psycho, qui s'appelle la loi de la familiarité. C'est que quand tu es familier avec quelqu'un et que tu as un peu cette impression qu'il est, on va dire, omniprésent, tu lui fais confiance. Donc, tu es beaucoup plus à même de lui faire confiance
et de le voir comme une autorité et d'écouter ce qu'il dit en gros. Et l'idée avec ce truc de clipping, c'est de remplacer les ads de type awareness par ce qu'on appelle des clips. Et en fait, l'idée, c'est de reposter tout ton contenu le plus populaire à travers différents comptes. Donc, par exemple, TikTok, Insta, LinkedIn, Facebook, Reels, peu importe. Et en fait, de juste utiliser tous ces comptes-là de clipping pour les rediriger vers le truc vers lequel tu veux le rediriger. Donc moi, par exemple, il y a 2 stratégies là que j'ai en tête. C'est soit les rediriger vers mon Instagram principal, ok, soit les rediriger vers mon YouTube. Mon YouTube, qui est un peu là où j'ai mon parc immobilier digital, où je donne de la valeur long format sur toutes les problématiques qu'ont les gens que j'accompagne, c'est-à-dire les agences, ok, et les aider à scaler à 300, 400, 500K par an. Donc voilà le truc sur lequel je travaille. Donc c'est un truc que j'avais vraiment envie de mettre en place depuis un bon bout de temps. Donc là, j'ai commencé à travailler avec un gars qui en gros est en train de me manager, si tu veux, tous mes clippers. Et je vais essayer un peu de te faire un schéma de ce que ça représente. L'idée, c'est que chacun des clippers va manager, 3 comptes par exemple, à travers différentes plateformes de shorts. Donc comme je te dis, ça peut être du Facebook, ça peut être du Twitter, etc. Et en fait, je vais essayer de te faire un schéma ici. Si tu veux, tu as genre tous les comptes là. Hop, hop. Tous ces comptes, en fait, ils ont pour unique objectif d'aller vers la ressource principale qui va être, je sais pas, le YouTube par exemple. Donc moi, dans mon cas, je vais tester un peu ça. Je vais voir si c'est mieux de les rediriger soit vers mon YouTube, soit vers mon compte Instagram principal pour les amener à me DM typiquement, ok, pour avoir une ressource gratuite. Donc moi, c'est un peu mon call to action là actuellement. C'est DM-moi SL pour recevoir une roadmap personnalisée ou pour en savoir plus, etc. Et c'est là où derrière, je leur partage une ressource de valeur qui va venir résoudre une problématique bien spécifique. Mon objectif, c'est vraiment d'engager une conversation avec eux et faire en sorte que derrière, je leur démontre mon expertise quelque part et gratuitement, je leur résolve un des problèmes les plus douloureux qu'ils ont. Okay, au minimum, leur donner des insights intéressants là-dessus, tu vois. Leur faire comprendre que finalement, c'est pas aussi difficile que ce qu'ils pensent et qu'il suffit juste d'avoir X et Y insight pour résoudre ça. Donc voilà, ça c'est un peu le projet clipping sur lequel je suis. Donc là, actuellement, je crois qu'on a 3 clippers, je crois, 3 ou 4 clippers. Et vraiment, c'est une grosse, c'est un gros challenge pour moi parce que, si tu veux, ces mecs-là, c'est des personnes de mon équipe, finalement. Même si, et ça, c'est un point que j'ai oublié de te dire, ils sont payés à la performance. C'est-à-dire que chaque 1000 vues, ils sont rémunérés. Okay, moi, pour l'instant, je les rémunère 3 € aux 1000 vues, ce qui est beaucoup. Okay, généralement, quand tu fais du B2C, etc., c'est genre 50 centimes, voire 1 €, $1. Moi, je les rémunère 3 € aux 1000 vues. Donc l'idée ici, c'est vraiment de les motiver parce que aussi le contenu qu'ils vont clipper, c'est du contenu full value. Ok, ça va être du contenu un peu comme tu le vois sur ma chaîne YouTube, tu vois, c'est genre des problématiques hyper spécifiques, hyper nichées. Donc je vais te montrer un peu à quoi ça ressemble. Ok, donc pour te montrer rapidement le genre de vidéo, le genre de contenu que je fais sur mon YouTube. Donc c'est des vidéos, comme tu vois, ultra nichées. Et l'idée en fait, c'est de faire des clips, notamment de ces vidéos YouTube là. On fait aussi des clips de réels normaux, hein, où on les repurpose. Voilà en gros le type de vidéo. Tu vois comme que c'est hyper niché, tu vois comment j'ai réduit mon taux de churn par 2, comment j'ai divisé par 3 mon coût par appel, comment je génère 6 rendez-vous clients par jour en utilisant les labor magnets. Tu vois, donc je parle de trucs vraiment spécifiques. Pourquoi abandonner ton agence à 10K par mois va te faire scaler à, c'était quoi déjà, 50K par mois, ouais. Comment j'ai triplé les revenus de mon agence grâce à une intro offer, donc à une offre d'intro. Comment je fais 27K par mois grâce à la latence de conversion. Donc, c'est des concepts, tu vois, très spécifiques et qui vont vraiment taper les douleurs de mon avatar client. Et l'idée, c'est vraiment de clipper tout ça et d'utiliser en fait un maximum de ces ressources-là pour les distribuer. Vraiment, si tu veux voir ça comme un tunnel, tout simplement, c'est que mon objectif avec ce clipping, c'est de faire en sorte de maximiser mon top of funnel. Parce que là, actuellement, c'est ma faiblesse. Pour ce qui est de mon accompagnement, je te parlerai de ce que je fais avec mon agence plus tard. Mais pour ce qui est de mon accompagnement, ce qui me manque vraiment, c'est le top funnel. Je sais que si les gens vont sur mon YouTube, que mon avatar client va sur mon YouTube, qu'il le découvre, je sais qu'il va kiffer.
Genre, je sais qu'il va avoir énormément de valeur, etc. Parce que je parle de concepts dont littéralement personne ne parle dans le marché US pour les agences, dans le marché français, pardon. Justement, dans le marché US, il y en a pas mal qui en parlent. En fait, je sais qu'ils vont voir des choses différentes en fait sur ma chaîne et qu'ils vont créer une confiance avec moi qu'ils pourront pas nécessairement retrouver autre part. Ou du moins, ça va être très très difficile. Donc voilà, en gros, le concept, c'est de bombarder le top funnel. Tu vois, donc tu vois ça comme un entonnoir. Maximiser les personnes dans le haut du funnel parce que je sais que mon milieu du funnel et mon bas du funnel, en vrai, il est bien. C'est juste que pas assez de personnes savent que j'existe. Ok. Bon, on est dans le centre là. C'est assez sympa comme tu vois. Là, il n'y a pas trop de programme, on va juste se balader, tu vois, aller voir des coins sympas. Il y a des quartiers, là, on s'est fait une petite liste de trucs qu'on voulait visiter. Un truc auquel j'ai pensé ce matin, tu vois, c'est que vraiment, Londres, c'est une ville où tu peux pas fake le flexing, tu vois. Et je vais t'expliquer ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des villes où tu peux facilement faire semblant d'être riche ou faire croire aux autres que tu es riche. Genre, tu vois, Bali, Da Nang au Vietnam, enfin, tous ces endroits comme ça où en fait tu peux avoir des trucs de luxe, entre guillemets, mais à très faible coût. Londres, c'est impossible de faire ça. Genre, là, juste prendre le métro, tu vois, c'est genre 10 balles. Donc ici, en fait, tu peux pas flex. Et le truc, c'est que les mecs qui vivent ici dans des endroits vraiment stylés, genre des penthouses et tout, tu sais qu'ils sont ultra blindés. Donc voilà, petite tips pour vous pour détecter les faux riches. Un mec qui habite à Londres sur le long terme et qui a des assets, tu vois, qui a des maisons, enfin même une maison c'est énorme, ou une voiture, ou tu vois, qui habite ici avec une famille par exemple, qui paye l'école pour eux et autres, vous savez qu'il est vraiment à l'aise. En venant ici, tu vois, on a pris le métro genre une vingtaine de minutes et ça m'a vraiment choqué, tu vois, qu'on soit dans un pays ultra développé. Ils appellent ça first world country, tu vois, genre les pays du premier monde. Et il n'y a pas la clim dans le métro, tu vois. Il n'y a pas la clim alors qu'il fait hyper chaud. Je sais pas, t'as genre 2 mois dans l'année où il y a la canicule. Ouais, du coup, je disais, même quand il y a la canicule, ils sont pas foutus, tu vois, de mettre un minimum de clim dans les métros. Je trouve ça terrible. Et tu vois, les gens, ils disent que ouais, les métros a été fait il y a 100 ans et que du coup, c'est pour ça qu'ils n'ont pas trop changé. Et ils pensent que c'est une bonne excuse, alors que c'est tout le contraire, tu vois. Genre, à quel moment t'as pas évolué en 100 ans sur un de tes moyens de transport privilégiés, tu vois, dans ton pays. En fait, surtout, encore une fois, le fait que ce soit un des pays les plus puissants du monde, tu vois, c'est assez triste. Je sais qu'il y a la même chose à Paris, sur la baie, surtout sur la baie. Enfin, j'ai jamais pris les autres lignes, mais ouais, c'est assez triste. C'est la fin de l'Europe, les amis. C'est la fin de l'Europe. C'est plus the place to be. Je crois que c'était bien pour nos parents, à l'époque de nos parents, sous les immigrés ou les fils d'immigrés. Mais là, c'est vraiment plus the place to be. Hein. Je pense que genre là, toute la zone Asie, enfin t'as Moyen-Orient, Asie du Sud-Est et tout. Pour moi, ça va largement éteindre l'Europe. J'ai pas tout visité là-bas, mais ça va arriver soon. Petit bâtiment sympathique. Après, je trouve que Paris, ça mogue Londres hein, en termes d'architecture. Ouais, en vrai, Paris, ça mogue Londres. Mais c'est assez sympa. Hein. C'est assez sympa. Il y a un phénomène un peu bizarre, tu vois. C'est que à chaque fois dans les villes, dans les grandes capitales, j'ai l'impression que tu vois, tu as genre 10% ou 15% de la capitale qui est genre vraiment élite, tu vois. Et le reste, c'est genre, ça a littéralement rien de spécial. Genre, tu pourrais retrouver ça, je sais pas, dans une ville random du pays. Et j'ai vu ça, enfin, à Paris, c'est vraiment flagrant, ça. Tu sais, t'as les quartiers genre ultra dangereux et ultra chauds, etc. Et c'est vraiment un shithole, tu vois, genre vraiment, il n'y a pas à dire, tu vois, dans des Barbès Rochechouart, etc. C'est juste horrible, tu vois. C'est dégueulasse, en plus d'être dangereux et autres. Et à Londres, en fait, c'est un peu pareil, c'est juste que c'est en taille XXL. Je trouve ça un peu triste, tu vois, qu'ils aient pas uniformisé, on va dire, ça au niveau de la ville. Mais c'est sympa, on enjoy.
petit drapeau de l'Ukraine pour condamner l'occupation illégale de M. Poutine, n'est-ce pas? Je vois pas de drapeau palestinien, c'est bizarre. C'est bizarre. Je crois qu'on ne condamne pas tous les pays pareils, ça doit être ça. Bon, je suis choqué les gars. Devinez combien ça coûte ça là. Je viens d'acheter ça là à l'épicerie, whatever. Devinez combien ça coûte. Ça coûte 8 pounds. Ça fait 9,50 € à peu près. 9,50 €. De l'eau et une glace de 6e genre. Bon là, j'ai un call bientôt là d'un futur client de l'agence là aux US et il va rejoindre le programme. Donc là j'attends son call, c'est un deal à 11K $, donc c'est 5000, il va mettre 5000 en deposit, en acompte et après 5000, enfin du coup 5500 $, mais 5000 € à peu près une fois qu'on a atteint un milestone. Donc le milestone qu'on s'est fixé, c'est 30 rendez-vous qualifiés. Donc voilà, je suis hyper content. C'est un peu le rêve de gosse de te dire bah t'es en vacances et tu closes quand même des deals. Tu vois, je sais pas, se dire qu'il y a quelques années, j'étais en mode j'attends la fin du mois pour avoir mon petit 2000 ou 2500 balles. Donc ça va être cool. Je vais essayer de t'enregistrer ça. Je pense qu'on va faire ça juste sur un call WhatsApp vite fait parce que le mec est quasiment hyper chaud. Il vient d'un referral, donc d'une recommandation. Donc si tu veux, pour t'expliquer, j'ai mis en place un système de referral avec mon agence qui fait que je donne 25% de cash direct à chaque personne qui me ramène un client. Donc ça, c'est l'avantage, tu vois, d'avoir un produit qui fonctionne vraiment bien. C'est que les mecs avec qui tu vas travailler, juste en fait, ils auront eu des bons résultats. Donc pour pouvoir les upsell et augmenter entre guillemets la LTV par client, même si c'est un peu bizarre parce que du coup, c'est pas vraiment de la LTV, vu qu'ils te ramènent juste un autre client. Ça te permet en fait de réduire tes efforts pour ce qui est de l'acquisition, donc de ne pas avoir aussi besoin que tu en avais, enfin autant de besoins que tu en avais au début vis-à-vis de l'acquisition ou de payer en ads, etc. Par exemple, avec mon agence, je ne paye rien en ads, je ne fais absolument pas d'ads. C'est prospection et referral programme, exclusivement. Donc voilà, et ce mec-là, il va venir du coup d'un de mes anciens clients. J'ai eu quasiment rien à lui faire. Je vais juste parler un petit peu de la structure avec laquelle on travaillait et le genre de résultats auxquels il pouvait s'attendre. Et voilà les gars, 11K $. En vrai, je suis sûr à 95% qui va closer. On va essayer de ne pas s'humilier vu que c'est filmé, mais voilà, ça devrait le faire. Bon, finalement, on n'a même pas eu de call. Il m'a juste texté sur WhatsApp. Il m'a dit qu'il avait envoyé le paiement. Donc je vais te montrer ça. Attends, je vais juste cacher le prénom. Je sais pas si tu vois, 4496,59 €. Il a payé 500 balles en crypto, donc ça me fait chier parce que je fais pas de crypto. Je vais devoir le changer, me le retransférer sur mon compte. Mais voilà les gars, 5K. On aura le reste du paiement du coup après lui avoir généré 30 rendez-vous. En vrai, je suis hyper confiant sur ce gars parce que il a un profil très similaire à l'autre personne, du coup son collègue qui nous a recommandé. Donc ça va être sympa, un client en plus pour la team. Et tu vois, un truc qui est intéressant, c'est que là, finalement, je suis dans une situation où j'ai même pas eu besoin d'avoir un closer, tu vois. Ça s'est juste fait via de la réputation, entre guillemets, et via des relations organiques, tu vois, genre humaines. Et en fait, un truc encore plus cheaté que le fait d'avoir une équipe, c'est d'avoir de l'effet de levier pour ce qui est de ta réputation et ce qui est de ton reach. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes, quand tu vas avoir une personal brand, un minimum respectable, qui vont juste venir travailler avec toi parce que c'est toi et parce qu'elles ont entendu parler de toi. Et parfois, tu vois, c'est des qualités qui n'ont pas nécessairement à voir avec le business, tu vois. Genre moi, j'ai pas la meilleure agence, tu vois, j'ai pas les meilleurs services, j'ai pas les meilleures compétences. Mais le truc, c'est que les gens, ils travaillent avec des humains, tu vois, pas nécessairement avec des logos ou des business. Donc quand quelqu'un à qui ils font confiance a une très bonne expérience avec toi, ça va être juste naturel pour eux, tu vois, de te recommander à d'autres de leurs connaissances. Donc voilà, 5K, sans faire d'appel de vente, sans faire de prospection, sans rien du tout. Let's go. What did I miss?
Bon, tu vois, hier, je t'ai parlé du projet de clipping là, sur lequel je suis et j'ai commencé à travailler avec un gars qui a travaillé avec d'autres gros infopreneurs français sur des projets de clipping. Et d'ailleurs, il travaille avec un mec ultra chaud, je sais pas si tu connais, c'est Moussa. Tu sais, c'est un mec qui a pas mal promu le délire TikTok clipping, tu vois, être payé par le programme créatif bêta, je sais pas quoi là sur TikTok, qui te paye en fait quand tu fais 1000 vues sur la plateforme. Et bref, et c'est un mec qui est vraiment chaud, genre il connaît bien l'algo short form et tout. Et y a un mec qui me l'a recommandé, j'ai fait un call avec lui, tu vois, et du coup on a commencé à travailler ensemble. Donc voilà, on s'est lancé, c'est 3K par mois. Et en gros, il va m'attitrer si tu veux un clipper, et lui derrière il va s'occuper de toute la stratégie, tu vois. Et la raison pour laquelle je te parle de ça, tu vois, c'est que en fait, plus tu avances, plus tu te rends compte qu'il y a des domaines dans lesquels tu pensais être OK, mais en fait, tu te rends compte que entre être OK et être bon, il y a genre un fossé, tu vois. Sachant que la plupart des gens ne sont même pas OK, tu vois. La plupart des gens sont juste pas bons du tout. Et c'est dans ces moments-là, tu vois, que tu te dis, bon, j'ai un choix simple à faire, tu vois. C'est soit je reste OK, et franchement, quand tu es OK dans le business, bah, tu t'en sors, tu vois. Tu vas faire de l'argent, etc. Il suffit juste d'avoir les piliers fondamentaux, c'est-à-dire exécuter rapidement, faire du volume et être patient. Mais après, derrière, quand tu veux vraiment atteindre des gros niveaux, tu vois, par exemple là, sur le short form, moi, je me suis rendu compte que j'arrivais à être viral. Je savais comment faire pour être viral. J'arrivais à faire du contenu de valeur, mais j'arrivais pas à faire les deux en même temps. Et ce que je veux dire par là, c'est que moi, je suis dans une situation là où j'ai pas envie de chercher de la viralité juste pour chercher de la viralité. Et j'ai fait ça, si tu me suis sur Insta depuis longtemps, j'ai fait ça genre vers décembre, un truc comme ça, où genre j'étais full geek mode sur l'acquisition de trafic, tu vois, par n'importe quel moyen. Et du coup, je cherchais juste à faire de la viralité sur mon Insta. Et j'ai eu plusieurs reels, tu vois, qui ont fait plusieurs millions de vues. Genre, j'ai fait genre 4 ou 5 reels, je crois, à plus de 1,5 million. Et ça m'a ramené plein de trafic, même des clients, etc. Mais en fait, mon audience, elle était horrible, tu vois. Genre vraiment, c'est que des mecs de 14 piges qui étaient en mode motivational et tout. Enfin, tu vois, parce que je faisais du contenu comme ça, qui parlait à la masse. Et le truc, c'est que ça, c'était une idée de merde, genre. Parce que ça a ruiné mon audience et même l'algo, il a été un peu perturbé parce que il comprenait plus trop à qui je parlais. Et j'étais dans une situation où il y avait une petite partie de mon audience qui voulait le contenu value, donc agence, etc. Tout ce que je partage pour aider les gens à scaler leur business, dans leur agence spécifiquement. Et tu avais une énorme partie qui était juste là en mode c'est trop stylé, il est entrepreneur, il gagne de l'argent, du coup vas-y je vais le follow. Mais en fait je suis en quatrième et je suis pas quelqu'un de monétisable entre guillemets. Donc voilà, et ce mec-là, en fait moi, la raison pour laquelle j'ai commencé à travailler avec lui, c'est que je sais qu'il va m'aider à faire les deux. À la fois chercher de la viralité, entre guillemets, de la viralité de niche, donc c'est-à-dire que je ne ferai jamais 1 million de vues, parce que de toute façon ma niche elle ne fait pas 1 million de personnes. Les agences, je sais pas, en France, il y en a peut-être 50 000, un truc comme ça. Donc déjà, si je fais une vidéo qui touche 30 à 50 000 personnes et qui est nichée, bah c'est bon, j'ai déjà touché tout le market, tu vois. Donc lui, il va m'aider un peu à faire les deux en même temps. En tout cas, j'espère. Mais voilà, le mec a l'air vraiment sharp. Il a travaillé avec Yomi, avec d'autres mecs que je connais pas forcément dans le marché français. Mais ouais, je sentais qu'il était sharp et tout. Et ça m'amène à un autre point, tu vois, c'est que quand tu veux travailler avec quelqu'un, et que tu vas lui donner ton argent. Et moi, pour te donner une idée, là, genre juste sur les 65 derniers jours, je crois que j'ai dépensé un peu plus de 25 000 balles, ou 23 000, un truc comme ça, entre 23 et 25 000, sur des trucs comme ça, genre du mentorat, enfin du coaching, ou des mecs comme ça, donc plus service provider, agence, ou de la stratégie et autres. Et le point commun entre tous ces mecs-là, c'est que la raison pour laquelle j'ai commencé à travailler avec eux, c'est que quand je leur ai parlé, ils ont su de manière extrêmement claire démontrer leur expertise, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu atteins un certain niveau de sophistication, juste en parlant au mec, tu sais si c'est un bullshitter ou pas. Parce qu'en fait, toi, de ton côté, tu es déjà à un certain niveau et tu sais que le niveau de sophistication de tes propres questions, il sera suffisant pour lui permettre de montrer son expertise à lui. Tu vois ce que je veux dire ? Et
Et c'est comme ça en fait que tu arrives à créer de la confiance assez rapidement. Il y a plein de personnes, tu vois, qui sont en mode ouais, les études de cas, les études de cas, les études de cas. Et ça, c'est archi important. Mais honnêtement, plus que les études de cas, c'est surtout ce qui se passe quand tu es en face de la personne et que tu lui poses les vraies questions, tu vois, les questions qui fâchent entre guillemets. Et ce mec-là, il était vraiment, vraiment sharp. Donc on verra comment ça va se passer. Aussi autre chose, c'est que forcément, tu vois, il faut que toi déjà, tu sois déjà dans une mentale où tu es un bourrin, tu vois, genre tu es un obsédé du business, tu vois. C'est-à-dire que tu exécutes comme un énorme acharné et tout ce dont tu as besoin, c'est quelqu'un qui te donne une direction claire, une structure claire à suivre et toi derrière, juste t'exécutes. Okay, la plupart des gens ne sont même pas capables de faire ça. C'est-à-dire même si tu leur dis exactement quoi faire, ils vont pas y arriver. Et moi, typiquement, les gars dans mon accompagnement, les mecs qui réussissent le mieux, c'est les mecs qui ont ce mindset-là. C'est-à-dire ils sont en mode, ok mec, je veux juste savoir quoi faire parce que je sais pas exactement la direction que je dois prendre. Et j'ai envie d'avoir quelqu'un qui peut me dire, là tu fais de la merde, là continue, là accélère, là ralentis, ce genre de choses, tu vois. Et la plupart des gens, ils sont dans une situation où même quand ils ont le plan exact, ils vont juste pas exécuter. Parce qu'ils n'ont pas des problèmes de business, ils ont des problèmes personnels qui ont des conséquences sur leur business. Donc voilà, ne fais pas partie de ces gens-là. What did I miss? What did I miss? What did I miss? What did I miss? Let's go. Let's go. I'm whipping around on like 600 acres. Let's go. Let's go. Let's go. You niggas just better not ask for no favor. Let's go. Let's go. Let's go. It's love for my brothers and debt to a trader. Let's go. Bon, là on est à Mayfair, je crois, ou en tout cas très proche. On est un peu chez l'élite, hein, je vais pas vous mentir. Porsche, il y a des V8 partout, voire même un V12 qu'on a vu. Et en fait, ça me fait penser à un truc, tu vois, c'est que genre c'est un peu un cheat code d'être entouré par ou de s'exposer à de la richesse, tu vois, parce que ça rend tous tes objectifs ou tes ambitions beaucoup plus tangibles. Parce que tu les vois devant toi, tu vois, qui se matérialisent dans la réalité. Et c'est plus juste une sorte de fantasme. Même si c'est pas en ta possession forcément, tu vois, mais juste le fait, tu vois, d'être dans des trucs comme ça, là, et tu sais que c'est des appartes, je sais pas, qui se louent à 10 000 pounds par mois ou des choses comme ça, tu vois. Ça te fait relativiser sur tous tes objectifs. Genre te dire qu'il y a des personnes qui mettent qui mettent genre 10 fois ton salaire ou 10 fois le revenu que tu fais avec ton business juste dans leur appart, tu vois. Je pense que c'est un truc archi différenciant. Et c'est pour ça que je te conseille à chaque fois d'essayer d'élargir ton groupe de potes ou de le sophistiquer du moins, de l'élargir à des personnes qui sont un peu plus ambitieuses, etc. Parce que forcément, si tous tes potes, ils ont des ambitions un peu absurdes pour le commun des mortels, voir qu'ils les ont déjà atteints, ça rendra inévitable pour toi que tu atteignes ces mêmes objectifs, ces mêmes ambitions. C'est juste mathématique, tu vois. Tu sais, c'est ce qu'ils disent là, t'es la somme des 5 personnes ou la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. C'est un peu la même philosophie là-dessus, tu vois. Mais vraiment, mets-toi dans ces environnements-là. J'ai un très bon pote à moi, Thibaut, tu vois, qui a un peu une habitude, c'est de se poser dans genre des palaces ou ce genre de choses. En fait, il faisait ça même quand il était broke, tu vois. Et l'idée, en fait, c'est juste de s'immerger dans la richesse, tu vois, dans l'abondance. Et quand il allait dans les palaces, tu vois, il prenait un café ou un espresso à genre 3 balles, tu vois, ou 5 balles, je sais pas combien ça coûte. Et certes, le café, il était beaucoup plus cher que dans un resto normal ou dans un café normal. Mais le fait, en fait, qu'il soit immergé dans cet environnement-là et qu'il voit, je sais pas, dans le parking des Ferrari et tout, et qu'ils se disent wow, genre là, il y a des mecs là qui ont juste claqué mon salaire pour une nuit d'hôtel. Ça, en fait, ça faisait quelque chose, tu vois, à son cerveau, à sa psychologie. Et c'est ça que j'ai envie de te partager, c'est que moi, personnellement, je sens que ça a eu un effet monumental sur moi dès que j'ai commencé à avoir des potes, je sais pas, qui gagnent 10 fois plus que moi, tu vois. Et derrière, ça te motive d'autant plus parce que, comme je te l'ai mentionné au début, tu commences à sincèrement croire que c'est possible. C'est pas juste « ah, je vais le faire ». Non, non, c'est « je vais le faire parce que je sais et je sens et j'ai la conviction intime que c'est possible ». Bon, on rentre des courses. Je vais te montrer un petit peu ce qu'on a pris. Donc déjà, disclaimer, les courses à Londres, c'est
c'est trop cher. Genre, c'est vraiment trop cher. Genre, je pense qu'une bonne estimation, ça serait genre 1,5 ou 1,6 fois plus cher qu'en France. Mais bref, je vais te présenter ce qu'on a. Je vais te montrer un petit peu ce qu'on a pris. Donc, pourquoi est-ce que je te montre ça? Bon, déjà parce que j'ai envie, mais l'autre raison, c'est parce que c'est hyper important, tu vois, que tu manges des trucs clean, parce que ça va avoir un énorme impact sur ta productivité. Et dans la suite, là, je vais te montrer un petit peu comment est-ce que j'organise ma journée, etc., pour être productif, et comment je priorise mes tâches et autres. Mais bref, ta diète et de manière générale juste ton lifestyle, ta santé, etc., ça va être des trucs genre qui vont déterminer à 90% ta capacité à être productif. Et je vais te partager du coup les trucs que moi je bouffe. Donc en gros, moi ma diète là actuellement, et depuis je sais pas un an à peu près, c'est ils appellent ça animal based. Donc c'est en gros je mange que des trucs d'origine animale et des fruits. Ok. Donc premièrement, donc ça c'est vraiment c'est l'amour de ma vie quelque part. Donc des œufs, on a pris 36 pour 3-4 jours. Melon jaune, melon vert, je pense. Watermelon, pastèque, betterave, fromage lait cru, très important. Raspberry, je sais plus comment on dit ça, framboise. Et ce truc là qu'on a trouvé, c'est bref un jus pressé, tu vois, genre fait maison le matin même. Très sympathique. Lait non homogénéisé, donc c'est pas du lait cru, mais c'est genre entre lait entier pasteurisé et lait cru. Donc c'est sympa, tu vois, ça garde les enzymes et les graisses. Donc c'est cool. Quoi d'autre? Oignon rouge, évidemment. Citron vert, avocat. Donc voilà, tu vois, comme tu vois, la diète, en gros, c'est ça, c'est genre fruits. Je vais aller prendre de la viande aussi demain, viande rouge. Donc voilà, un truc que je peux te partager sur les changements, tu vois, que j'ai noté depuis que j'ai commencé à prendre cette diète, c'est le coup de barre de midi, tu vois. Tu vois, le coup de barre que tu as à midi quand tu as envoyé des grosses pâtes ou du riz ou un truc comme ça, bah en fait, tu l'as plus vraiment. Parce que, je sais plus c'est quoi exactement la raison, mais en gros, ton corps, je crois, il consomme vraiment beaucoup d'énergie quand tu lui envoies, tu vois, des gros glucides comme ça, de type genre riz, pâtes et autres. Et en fait, du coup, tu te retrouves à avoir un gros coup de barre, tu vois, à midi ou à 13h ou à 14h, peu importe l'heure à laquelle tu as mangé. Donc ça, en fait, ça te permet de, tu vois, toujours rester genre assez sharp et autres. Moi, j'étais un mec qui avait toujours le coup de barre à midi, et genre, je pouvais littéralement pas m'empêcher de faire des siestes. Maintenant, les siestes, je les fais beaucoup moins souvent, et le besoin de sieste, en réalité, je l'ai même plus. Donc voilà, je crois que c'est tout. Aussi, je mange deux fois par jour. Ça aussi, ça a été assez game changer. En fait, j'ai remarqué que quand je me gardais un peu de sentiment de faim, tu vois, ça me permettait d'être un peu plus productif. Genre comme si, en fait, le fait d'avoir faim, ça gardait ton cerveau allumé en mode, tu vois, tu dois continuer à chasser, entre guillemets, tu vois. Donc ça te permet de continuer à taffer. Donc voilà, je te dis à tout de suite pour... Sur la gâchette, j'ai mis le finger, tête craquante, j'ai mis dans le grinder. Pour avoir le ben, fallait la rigueur. Toujours Havana le cigare, et la caille fait mal à mon petit cœur. On passe du rouge au vert dans un grimat, un seul glaçon dans ma liqueur. Et c'est pas tout le monde qui est dans ma ligue, c'est pas tout le monde qui est dans ma ligue. Placement sur nos logos, au fiston je vais tout léguer. Absent, un peu trop pensif, je rallume un bambou. La chambre, environ 4 points, je m'endors au Nobu, je dois vendre. Bon, là je regarde le Miro donc de Yacine, un des gars qui a rejoint l'accompagnement là récemment, et je vais lui review tout ça. L'idée c'est de lui faire un feedback. Donc ça c'est un peu le pitch ou la présentation du système qu'il va présenter à ses prospects sur ses appels de vente. Et l'idée, tu vois, c'est que cette présentation là ce soit une représentation du système qu'il va leur mettre en place de la manière la plus visuelle possible. Donc lui, par exemple, il travaille, tu vois, avec les installateurs de panneaux solaires. Le pire truc que tu puisses faire, c'est aller dans des technicités, etc. Donc l'infrastructure de croissance IA qu'il va leur vendre, l'idée c'est de la présenter en utilisant leur propre jargon. Par exemple, eux, ce qu'ils veulent, c'est des chantiers. Ce qu'ils veulent, c'est des estimations qui vont amener à des chantiers ensuite. Ce qu'ils veulent, c'est, je sais pas, des rendez-vous qualifiés et autres. Donc nous, on va se mettre dans une position, on va utiliser le jargon précis
que eux ils comprennent, et ensuite l'incorporer dans cette présentation-là. Ensuite, tu as envie vraiment de la décomposer en 3 à 5 piliers, on va dire, pour pas les perturber. Donc là, si tu veux, on commence par une partie acquisition de trafic, ensuite il y a une partie qualification et conversion de trafic, et ensuite il y a une partie éducation et pré-vente, avec en bonus des workflows qui vont viser par exemple à réactiver leur base de données, pour leur ajouter par exemple des avis Google ou même leur générer des estimations. Du coup, là je vais lui faire un feedback, et tu vas voir un petit peu ce qui manque sur cette presse. Yes, Yanis, du coup pour la presse c'est beaucoup mieux. Vis-à-vis de la première partie, la acquisition de trafic, je rajouterai plus de screenshots de campagnes ou de ads, de créatives qui sont en train de run, ou alors que toi tu as envie de faire. Ok, donc tu peux t'inspirer là du guide Meta Ads que tu as dans la conversation, et vraiment leur montrer à quoi ressemble une ad pour eux spécifiquement. Ok, tu peux même leur montrer différents types, des ads vidéo, des ads statiques, des ads de type social proof, avant, après, etc. Ok, leur mets pas juste ce que tu as trouvé là sur Facebook Library, c'est pas comment dire, c'est pas intuitif, tu vois, ils vont pas comprendre ce que c'est en un instant. Ensuite, pour la deuxième partie, tu n'as mis qu'une seule partie de la conversation avec le bot IA, tu as envie de mettre plusieurs exemples, tu vois, et à une conversation complète pour que tu puisses l'illustrer. Donc derrière, tu vois, tu pourras zoomer et leur expliquer, voilà, par exemple, là, le prospect est arrivé, vous voyez bien que le bot, il lui a directement demandé quel genre de prestation il voulait, ensuite il a qualifié le prospect, etc., etc., et quand le prospect est qualifié, il l'a booké. Là, tu montres juste un message, c'est pas clair. Ok, il faut que tu montres tout le workflow et autres. Même remarque pour la dernière partie du coup, le dernier pilier. Là, essaye de mettre, je sais pas, un screenshot du workflow en entier et de mettre des flèches, par exemple, qui dirigent vers des bulles qui expliquent à quoi chaque partie sert. Par exemple, tu mets le workflow en entier et tu peux mettre une flèche qui envoie vers une bulle qui dit éducation du prospect, adressage des objections, pré-vente, enfin tu vois, ce genre de choses. Comme ça, ton prospect là sur le call, il comprend directement à quoi correspond chaque partie du workflow. Ok, mais sinon c'est beaucoup mieux, et même esthétiquement là, tu as compris un peu le délire, c'est beaucoup plus clean, beaucoup plus simple à on va dire assimiler. Je vois que tu as utilisé Napkin, c'est Napkin AI, je pense que tu as utilisé, ou alors Image Generation de GPT. Mais voilà, fais ces changements-là. Vraiment essayer d'être très spécifique et beaucoup plus concret pour que ce soit intuitif durant la présentation. Et sinon, c'est good, après on pourra enchaîner là-dessus. Ok ? Donc voilà, feedback fait. Donc l'idée, c'est que tous les gars de l'accompagnement, là, en gros, ils ont un Slack privé avec moi. Et en fait, c'est vraiment l'endroit où ils peuvent tout partager. Donc à chaque fois, par exemple, qu'il y a des ressources comme ça qu'ils doivent faire, qu'il y a des scripts qui doivent review, des appels de vente qui doivent review, une vidéo YouTube dont ils ne savent pas vraiment s'ils ont fait le taf, etc. Boum, ils l'envoient sur le Slack et moi, je leur réponds vraiment dans la journée systématiquement. Et c'est comme ça, en fait, que tu avances. C'est en réduisant, si tu veux, le délai entre ton action et ton feedback. Il faut vraiment que cette boucle-là soit la plus courte possible pour que, en fait, t'aies pas à attendre, tu vois, 3 semaines, 4 semaines, 3 mois pour savoir que ce que tu faisais, c'était n'importe quoi. Donc, tu as un feedback direct et tu peux avancer rapidement. Ce gars-là, Yacine, que je te présente, c'est un des très, très rares mecs que je prends qui est complètement débutant. C'est-à-dire qu'il a même pas d'agence et il se lance là-dessus. Et c'est un mec qui exécute très, très bien depuis qu'il a commencé. Il est rapide, etc. Il passe à l'action. Et je peux te garantir que ce mec-là, il va aller très, 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 très loin. Il va avoir des résultats très rapides. Sur la gâchette, j'ai mis le finger, tête craquante, j'ai mis dans le grinder. Pour avoir le ben, fallait la rigueur. Donc tu vois, là, je suis en train de faire un point sur ma to-do list du jour. Donc aujourd'hui, c'est un jour où j'ai pris l'avion, comme tu l'as compris, et j'avais quand même une to-do list, tu vois. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois, pour être ultra productif, ce que tu as envie de faire, c'est planifier ta to-do list du jour d'après, la veille, avant de t'endormir. Pour plusieurs raisons. La première, et qui est assez sous-cotée, c'est que ton cerveau, en fait, c'est comme s'il va se préparer, vu que tu as écrit ces tâches-là que tu vas devoir accomplir demain. C'est comme s'il se préparait à faire ces tâches-là pendant que tu dors la nuit, tu vois. Et donc, en fait, ce que je fais, c'est que j'ai un calepin comme ça, tu vois, que je remplis tous les jours. Et en fait, j'ai toute ma to-do list et je la coche à chaque fois. Et c'est probablement illisible parce que j'écris comme un clébard, mais l'idée, c'est que j'ai une clarté sur toutes les tâches que je dois accomplir tous les jours. Et en fait, ça te met dans une situation où, comme un algorithme un peu, tu vois, tu fais les inputs du jour, systématiquement. Et vraiment, je te conseille de mettre ça en place si tu es quelqu'un, par exemple, qui a du mal à être constant, en fait, dans tes inputs. Une grosse erreur que beaucoup de gars font, et je vois ça même dans mon accompagnement et même chez d'autres potes qui ont des business, c'est que
ils écrivent des macro-tâches sur leur to-do list au lieu d'écrire des micro-tâches. Et je vais t'expliquer ce que ça signifie. Une macro-tâche, par exemple, donc on va dire dans le business, tu as un objectif, tu as des macro-tâches qui vont t'aider à accomplir cet objectif, et ensuite, tu as des micro-tâches qui vont t'amener à accomplir cette macro-tâche. Ok? Donc, reste bien concentré avec moi. Par exemple, un objectif dans ton business, ça peut être « je veux avoir 10 000 abonnés sur YouTube ». Ok? Donc, pour que cet objectif soit atteint, une des macro-tâches que tu dois faire, c'est par exemple poster 2 à 3 vidéos YouTube par semaine. Ok? La plupart des gens, ce qu'ils font dans leur to-do list, c'est qu'ils mettent faire vidéo YouTube, par exemple. Et en fait, ça, c'est la pire idée du monde parce que une vidéo YouTube, c'est une macro-tâche. C'est-à-dire que tu as plein de choses à faire pour faire une vidéo YouTube. Okay? Et moi, c'est exactement comme ça que je décompose ma to-do. C'est-à-dire que par exemple, moi, je fais généralement 2 vidéos YouTube par semaine. Et l'idée, c'est que chaque micro-tâche qui m'amène à faire cette vidéo YouTube, donc cette macro-tâche, en fait, elle va être répartie dans une des to-do list de ma semaine. Donc par exemple, pour faire une vidéo YouTube, il faut trouver l'inspiration. Ça, c'est une micro-tâche. Donc aller trouver ou aller chercher inspiration vidéo YouTube. Ensuite, il y a écrire le script. Moi, perso, j'écris pas vraiment le script, mais je me donne une structure globale, tu vois, que je relis avant la vidéo et je sais de quoi je vais parler. Ok? Donc ça, pareil, c'est une micro-tâche. Tu as une autre micro-tâche qui va être, je sais pas, faire la miniature. Si par exemple, toi, tu fais les miniatures. Moi, je ne les fais pas dans mon cas quand je les fais. Mais ça peut être quelque chose que tu es amené à faire. Ensuite, tu as enregistré la vidéo. Donc, tu vois que là, genre juste à chaud, là, on a trouvé 4 choses qui te permettent de faire une vidéo YouTube. Et en fait, ces micro-tâches-là, c'est ça que tu dois avoir dans ta to-do list. Parce que quand tu arrives le matin pendant ta session de deep work, tu n'as pas envie de te dire « bon, par quoi je commence ?» Tu as envie juste de tabasser de la task immédiatement, tu vois. Genre, tu es posé sur ton bureau et tu sais que tu dois aller chercher des inspirations sur YouTube. Donc, tu sais que, par exemple, tu vas utiliser des mots-clés, par exemple, ou aller chercher tes compétiteurs aux US ou dans un autre marché, etc. OK? Donc, par exemple, moi, aujourd'hui, dans la to-do list, je m'étais mis d'entraîner mon élocution, tu vois. Donc, je vais te montrer un petit peu ce que j'avais comme idée, c'était d'aller sur ChatGPT et de lui dire je veux entraîner mon élocution. Donne-moi une phrase hyper compliquée et longue qui nécessite une excellente élocution pour la prononcer correctement. Ok? Et je vais voir ce qui va me sortir. Et l'idée, en fait, c'est de m'entraîner à dire des phrases hyper compliquées pour que juste mon cerveau il s'habitue à articuler et à être beaucoup plus éloquent. Tu vois. Et ça, c'est un truc que je voulais te partager parce que c'est hyper sous-coté d'être éloquent. Et c'est un truc qui va te servir dans littéralement tous les domaines de ta vie. Tu vois. Si tu es là à créer du contenu, mais que quand tu parles, tu vois, les gens ils s'endorment, ou que tu es toujours là à remplir ton discours avec des filler words, tu vois, genre des tu captes, genre, enfin, tu vois. Et c'est des choses que moi-même je fais encore, alors que j'ai je sais pas combien de vidéos. Et du coup, je me suis dit que j'allais essayer de prendre ça en main, même si je me sens plutôt à l'aise à l'oral, mais j'ai envie, tu vois, d'être hyper sharp. Et ce qui m'a inspiré de faire ça, tu vois, c'est une vidéo que j'ai vue de Andrew Tate, où il a dit qu'en gros, il réécoutait tous ses speeches. Et en fait, il analysait tous les moments, tu vois, où il avait l'air d'un bouffon, tu vois. Et en fait, juste le fait de se réécouter, ça lui a permis, si tu veux, de récupérer de la data sur les moments où il se rate à chaque fois. Et en fait, il a commencé à avoir des patterns de certains mots ou certaines voyelles ou ensemble de syllabes, par exemple, qu'il avait du mal à prononcer, tout simplement. Et c'est sur ça qu'il a commencé à s'entraîner. Donc là, il m'a donné un exemple. Alors que l'archéologue autoproclamé articulait avec une précision presque pathologique son hypothèse sur l'éventuelle superposition synchronisée de civilisations pré-antédiluviennes, technologiquement avancées. Hypothèse que réfutait catégoriquement avec une véhémence presque théâtrale le professeur de paléanthropologie invité. L'assistance, mi-fascinée, mi-perplexe, oscillait entre scepticisme poli et fascination quasi mystique. Donc tu vois, là, j'ai bugué genre 2 fois parce que c'est un texte justement du coup qui est riche en syllabes et avec des mots entre guillemets compliqués, etc. Et l'idée en fait, c'est de lire le texte de plus en plus rapidement et d'essayer d'être
toujours aussi concentré et de pas se rater. Je sais que les mecs du théâtre, ils font ça. Et honnêtement, je pense que c'est un skill de fou. Donc, je vais m'entraîner un petit peu là-dessus. Alors que l'archéologue autoproclamé articulait avec une précision presque pathologique son hypothèse sur l'éventuelle superposition synchronisée de civilisations pré-antédiluviennes technologiquement avancées, hypothèse que réfutait catégoriquement avec une véhémence presque théâtrale le professeur de paléanthropologie invité, l'assistance mi-fascinée mi-perplexe oscillait entre scepticisme poli et fascination quasi mystique. Donc tu vois, là c'était un peu plus rapide, je me suis raté une fois je crois, et l'idée c'est vraiment d'être ultra rapide. Et dis-toi que ça, même sans parler du business et de la création de contenu, dis-toi que juste quand tu es en train de parler avec quelqu'un, ou que tu essayes de lui expliquer un truc, ou que tu essayes de convaincre quelqu'un ou de débattre, c'est littéralement un super pouvoir, tu vois. Et franchement, parfois tu peux dire de la merde, mais il y a des gens qui sont tellement éloquents que tu peux pas t'empêcher de les écouter ou de leur faire confiance. C'est vraiment un truc de fou. Et l'être humain, il est beaucoup moins, tu vois, sophistiqué qu'il en a l'air parce que il peut tomber dans ce genre de piège, on va dire, ou ce genre de biais, parce que tu peux dire n'importe quoi, mais être éloquent. Et toi, en tant qu'entrepreneur, tu as vraiment envie de tirer profit de ça. Et j'ai vu personne parler de ce genre de choses. Donc, si tu es quelqu'un qui galère un petit peu avec le contenu et autres, je peux te garantir que ce genre d'entraînement, et moi, je vais commencer à m'y mettre là sérieusement au moins une fois par semaine, c'est quelque chose qui va vraiment beaucoup t'aider.